problème de son. Si certains peuvent me dire que vous nous entendez bien. Voilà, c'est bon, merci beaucoup. Donc Frédéric Bouvet, je disais, très content d'animer ce webinaire sur les entreprises en difficulté et le rôle du commissaire aux comptes dans ce cadre-là. Donc je disais que je suis élu à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris et que j'ai été pendant 4 ans en effet en charge de ces sujets. J'ai le plaisir d'animer avec Marine. Bonsoir à tous, Marine Julien, commissaire aux comptes inscrite à la CRCC de Paris et vice-présidente statutaire de la CRCC de Paris. Et donc, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour animer ce webinaire. Donc, normalement, vous devez voir le support. Donc, on va, je crois, au début du support, vous préciser quelques éléments techniques, que vous êtes en écoute seul, que vous pouvez évidemment poser des questions sur le chat, qui du coup fonctionne. On s'est déjà présenté. Vous aurez en effet, pour pouvoir avoir vos attestations, le besoin de remplir le questionnaire, le quiz, qui vous permet de valider et d'avoir l'attestation CAC 120, mais vous avez a priori l'habitude. Pour toute question, n'hésitez pas en effet à vous adresser au service formation de la CRCC de Paris. Donc l'introduction, en fait, on a juste fait un petit focus sur la loi du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice. Alors pour ceux qui étaient présents aux yeux, on avait déjà parlé de ça avec la création des tribunaux d'activité économique, qui sont des tribunaux, et c'est une phase de test qui vont récupérer un certain nombre de procédures, notamment la procédure d'alerte, le mandat ad hoc, tout ce qui est règlement amiable des agriculteurs, conciliation, sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire, quel que soit le statut, et c'est important, et l'activité du débiteur en difficulté, et pas uniquement ceux qui ont un caractère commercial ou artisanal. A priori, on a un écho, je vois. On va essayer de régler ça. Alors, les exceptions qui demeurent sont les activités d'avocat, de notaire, de commissaire de justice, de greffier, de tribunal de commerce et d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire. Donc, la durée de l'expérimentation, ça sera 4 ans. Voilà, et puis, ça va rentrer donc en vigueur à la suite de la publication des décrets, soit justement en effet au 1er janvier, donc c'est déjà en application. Donc bien faire attention en effet pour les procédures d'alerte dont on parlera après, de s'assurer de s'adresser aux tribunaux de commerce dont la compétence justement a été élargie. Donc c'est toujours sur le siège du tribunal de commerce, mais les tribunaux d'activité économique. Et vous verrez que l'expérimentation se fait notamment à Paris, qui vous concerne a priori pour pas mal de vos clients. Donc, il y a eu un décret en effet qui était celui de juillet 2024 qui a précisé un certain nombre de règles. C'est plutôt des règles d'information des usagers et des justiciables qui vont être concernés, comment vont être composés le comité de pilotage justement de ces tribunaux, voilà, la composition du comité d'évaluation aussi qui va devoir justement faire un retour sur l'efficacité du dispositif, et puis voilà, les modalités de désignation des assesseurs exploitants agricoles ainsi que les modalités d'exercice de leurs fonctions. Donc les tribunaux de commerce qui sont retenus sont les suivants. Donc on a Marseille, Le Mans, Limoges, Lyon, Nancy, Avignon, Auxerre, Paris, Saint-Brieuc, Le Havre, Nanterre et Versailles. Voilà, donc pendant la durée de l'expérimentation, évidemment, les tribunaux, ces TAE, tribunaux d'activité économique, sont compétents pour connaître les procédures justement qu'on a citées juste avant, notamment les procédures d'alerte qui sont ouvertes à compter du 1er janvier 2025. Et évidemment, il n'y a pas de doublon. Évidemment, pendant cette période-là, ce ne sont plus les tribunaux judiciaires qui sont en charge de ces différentes procédures. Juste un décret qui est plus récent, qui est un décret du 30 décembre 2024, concernant une contribution financière, mais qui ne va pas concerner les procédures amiables et les procédures collectives, qui est pour d'autres demandes civiles. Donc cette contribution financière sera exigée à toute instance introduite devant les TAE, sauf exception. Donc il y a un certain nombre d'exceptions, et notamment ces procédures dont on va parler. Et puis il y a aussi un niveau de taille, parce que pour les entreprises qui font plus de 250 salariés, plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, il n'y aura pas cette taxe à financer. Donc voilà, donc c'est une précision, mais vous pouvez retrouver le décret dans le détail si vous avez des cas comme ça sur d'autres actions. Alors,
bon, vous avez suivi le déroulement depuis 4 ans. Évidemment, il y a 4 ans, on avait le Covid. C'est pas qu'on n'avait pas eu de crise compliquée économique, mais on a quand même eu beaucoup d'enchaînements d'événements ces dernières années. On a eu des avis, des recommandations des différentes instances, et notamment de la H2A, enfin avec des avis du H3C où il fallait évidemment se rapprocher du client, être au contact de nos clients. Et évidemment, derrière le Covid, on a eu des choses qui sont toujours en cours. C'est des effets d'inflation suite à la guerre en Ukraine. Évidemment les effets de taux qui ont été très importants ces dernières années, qui commencent un petit peu à se redétendre. Mais la réalité, c'est qu'on a toujours un certain nombre de sujets. Bon, les PGE, vous le savez, c'était environ 150 milliards de dettes qui ont été accordées. Aujourd'hui, je crois qu'il y a environ 65% qui ont été remboursés, mais ça laisse quand même un certain nombre de dizaines de milliards qui ne sont pas remboursés, avec des problématiques. Et puis, on a un contexte économique où tout le monde hésite un peu. Donc, je pense que c'est dans toutes vos discussions. Nos clients sont dans un contexte particulier. Certains ne sont pas bien. Enfin, en tout cas, c'est le cas dans mon portefeuille. On a de plus en plus de procédures amiables ou collectives quand même qu'on constate. Nous, en tant que commissaire aux comptes, on va vous dire un peu ce qu'on peut faire, et pas uniquement sur un point de vue purement réglementaire, mais aussi un peu comportemental. C'est l'objet de la formation. Alors, il y a une mission qui est évidemment permanente de la part du commissaire aux comptes. Et il doit être au courant et des événements que va traverser l'entité. Évidemment, ça dépend de la taille du dossier, ça dépend de la fréquence de ses rendez-vous avec le client. Mais c'est vrai que c'est bien, dès le début d'une relation avec un client, même quand tout va bien, d'instaurer un dialogue en fait. Instaurer un dialogue quand tout va bien, moi c'est ce que j'ai l'habitude de faire, en rappelant que même si ils viennent par exemple de toucher des fonds, ou ils démarrent justement avec un capital de départ, avec des fonds de départ, une activité, il pourra y avoir des moments où ça fonctionnera moins bien. Il ne faut pas hésiter évidemment à venir vers nous, on viendra vers eux, et que ce soit pas, et surtout pour les petits dossiers, uniquement d'intervention. On ne fait pas assez peu d'interventions intérimaires, mais au final, finalement, on les voit quasiment qu'une fois par an, voire à l'Assemblée générale au besoin. Donc ça, c'est quand même très important. Alors, dans le sommaire, on va faire un point sur un diagnostic de la situation de l'entreprise et voir un petit peu quels sont les éléments à regarder. C'est Marine qui présentera ça. Ensuite, on reviendra sur les procédures amiables et collectives en faisant un point plus particulier sur la partie amiable. Parce que c'est des éléments qu'on ne voit pas forcément tout le temps quand on est commissaire aux comptes, si on n'est pas spécialisé sur ces procédures. Donc, rappeler les principaux éléments. On regardera justement le devoir d'alerte et l'accompagnement du commissaire aux comptes pendant cette période. Et on finira par, dans le point 4 et puis dans le point 5, alors dans le point 4, deux autres missions qui sont l'attestation sur les données prévisionnelles et le diagnostic de solvabilité, et on présentera quelques pistes pour le dirigeant et aussi pour le CAC quand une entreprise est en difficulté. Donc, on va désormais passer au diagnostic de la situation actuelle de l'entreprise. Comme le disait Frédéric tout à l'heure, on a une mission qui est permanente, donc ça implique vraiment que la question de la continuité d'exploitation, on doit régulièrement se la poser en tant que commissaire aux comptes. Et l'idée, c'est vraiment de faire un état des lieux. Et l'état des lieux, ce n'est pas juste une analyse comptable, purement comptable, avec une analyse de l'actif et du passif. C'est une démarche où on va aller rechercher quels peuvent être les faisceaux d'éléments qui vont nous permettre d'appréhender la situation financière de la société actuelle et à venir. Donc, on vous a fait un peu, alors la liste n'est pas exhaustive, mais un état des lieux, des questions qu'il faut se poser. L'idée, c'est quoi? C'est de comprendre d'où peut provenir les pertes d'exploitation et à quoi elles sont liées. Donc là-dessus, en tant que commissaire aux comptes, c'est là où on va mobiliser nos connaissances de la société, de son activité, du secteur d'activité, pour vraiment déterminer pourquoi est-ce qu'elle rencontre des difficultés. Est-ce que c'est conjoncturel? Est-ce que c'est structurel? Ou est-ce que c'est propre vraiment à sa structuration à elle? Donc vraiment, c'est important de se poser toutes ces questions. Et là-dessus, il faut aussi avoir en tête qu'il y a des prévisions qu'on va être amené à solliciter.
qu'on va devoir analyser. Et à partir de là, il va falloir s'interroger sur la crédibilité des informations qui nous sont transmises et des mesures qui sont envisagées par l'entreprise pour pouvoir inverser la tendance et ensuite se remettre sur les rails et retrouver une exploitation bénéficiaire. Petite précision, c'est vrai que le sujet de la trésorerie il est quand même central quand on fait un diagnostic. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'entités. Alors maintenant, on a des seuils à 10 millions, donc qui font plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, on va dire, qui n'ont pas forcément ces prévisions de trésorerie, qui sont forcément très opérationnelles. Évidemment, on ne s'immisce pas dans la gestion, mais quand on la demande et qu'on voit que c'est un fichier catastrophique sur Excel et qu'on n'aura rien de très très bon et qu'il va falloir retraiter tout et travailler nous-mêmes, on peut quand même recommander des choses et donner des avis techniques à nos clients, et même quand tout va bien. Et c'est le moment de mettre en place ce genre d'outils quand tout va bien. Voilà, on peut recommander dans un rapport sur le contrôle intérimaire en disant voilà, vous êtes pas bon sur la partie prévision de trésor, n'hésitez pas voilà, ou à prendre un outil ou à prendre quelqu'un pour vous en faire une bonne. Parce que le jour où ça ira pas bien, on aura besoin de quelque chose de précis et puis vous pilotez votre entreprise, c'est essentiel. C'est pas s'immiscer dans la gestion que de faire ce genre de remarques. C'est ça. Du coup, pour rebondir sur ce que disait Fred, vraiment la trésorerie, c'est vraiment un aspect à pas négliger. Et ce qui est important aussi, c'est de réussir justement dans le cadre de la création d'un partenariat, parce qu'on n'est pas là pour faire du conseil, mais on est vraiment là pour les accompagner quand même dans l'activité, dans leur quotidien. Enfin, pas dans leur quotidien, mais ça rejoint l'idée de mission permanente. Il faut vraiment inciter les chefs d'entreprise à se poser des questions sur leur exploitation, comment est-ce qu'ils envisagent leur activité, la continuité, comment est-ce qu'elle s'annonce. Et c'est ce qui permet en général de détecter en amont les difficultés économiques et financières qui peuvent être amenées à vivre en tant que dirigeant. Et il y a aussi un aspect, on le verra un peu plus tard, psychologique qu'il ne faut pas négliger, parce que souvent les dirigeants sont dans une situation de déni. C'est leur bébé, surtout dans les plus petites structures. Ils ont du mal à voir, ils ont la tête dans le guidon, dans l'exploitation, etc. Ils sont peut-être amenés parfois à prendre de mauvaises décisions de gestion parce qu'ils ne sont pas ou mal accompagnés. Donc, c'est là aussi où on intervient en tant que partenaire et c'est important qu'on soit régulièrement informé de la marche à suivre, en fait, et de faire des points réguliers. Donc, c'est là où il peut y avoir des divergences entre notre lecture de la situation et celle de la direction. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment primordial de construire un échange et une relation avec la direction qui permettent que la direction capte les messages qu'on veut lui faire passer. Et il y a un gros aspect pédagogique qu'il faut qu'on déploie parce que c'est souvent des situations exceptionnelles dans la vie d'une entreprise, surtout quand c'est la première fois que le dirigeant y est confronté. Donc, c'est là où nous, en tant que commissaire aux comptes, comme on est plus familier à ces difficultés, de pouvoir leur expliquer comment ça se passe, pourquoi est-ce qu'on peut être amené à lancer la procédure d'alerte, quelles sont les étapes, dédramatiser aussi les choses et peut-être leur dire aussi qu'il y a des gens dont c'est le métier, des avocats en restructuring, etc., des partenaires qui peuvent les accompagner au mieux pour préserver la société et eux se préserver en qualité de dirigeant pour éviter les fautes de gestion. Je reviens derrière. Non, c'est à votre avis. Ah si, pardon. Désolée. Donc c'est pour ça qu'on peut être amené à lancer la procédure d'alerte. Il y a la phase 0 qui avait été introduite au moment du Covid, qui prévoyait, c'était plutôt un échange informel qu'on avait à l'oral avec la direction, en amont de lancer officiellement la procédure d'alerte et potentiellement l'information au tribunal, où là, c'est vraiment important de bien documenter son dossier de travail, recenser, prendre des notes pour montrer l'évolution de nos diligences, de notre avis et de notre analyse sur la situation, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une cohérence tout au long de la mission et que quand on enclenche à un moment donné la procédure d'alerte, la phase 1, ça ne tombe pas du chapeau en se disant ou là on a à la bourre, ça fait 3 mois qu'on aurait dû la lancer, quoi. Donc vraiment bien matérialiser ces travaux, c'est très important. Et ce qui est important aussi, c'est d'interroger la direction sur son plan d'action et savoir comment est-ce qu'elle le crédibilise
et quels éléments on peut avoir justement pour étoffer cette analyse et les approches. Donc, c'est ce qu'on disait, vraiment, le commissaire aux comptes, il va devoir déployer toutes ses capacités de pédagogie pour expliquer comment faire face à cette situation et aussi parfois faire face à des situations compliquées où le dirigeant peut être dans une situation de détresse psychologique assez forte. Parfois, il y en a qui sont dans la dépression, enfin, ça peut être assez violent. Donc, il faut vraiment être attentif aussi à ça, même si on n'est pas forcément armé à faire ce type de situation. C'est vrai que l'expérience, moi je me rappelle des premières procédures d'alerte qu'on m'avait demandé de lancer quand, en tout cas de préparer les courriers dans des cabinets où j'étais collaborateur. On s'était un peu aseptisé, on me disait voilà, c'est une phase 1, il faut la lancer, donc je prépare le courrier, etc. Puis souvent, je voyais des recommandés partir, mais sans qu'on ait vraiment contacté le client avant. C'est vrai que moi, je ne me rendais pas bien compte parce que je n'avais pas trop d'expérience en tant que chef d'entreprise. Mais aujourd'hui, vu que j'ai essentiellement des TPE et des PME dans mon portefeuille, même en commissariat aux comptes, généralement, je prends souvent le contre-pied justement de la partie administrative et on a souvent des chefs d'entreprise quand on est en phase 1 ou en phase 2 qui sont dedans, dans le dur. Et donc, je leur demande d'abord comment ils dorment la nuit, s'ils ont des sujets perso, pour bien comprendre, pour bien leur faire comprendre que je sais ce qu'ils vivent et que du coup, on va peut-être passer derrière à quelque chose, mais pour les aider. Mais que ça soit un petit peu moins froid comme échange, mais ça passe forcément, et c'est ce qu'on disait au début, par un échange quand tout va bien, de les mettre au courant que ça existe, de démystifier certains éléments, notamment sur les procédures amiables, et que tout n'arrive pas quand eux, ils sont à découvert, harcelés par les fournisseurs, avec des problèmes de sommeil, et que souvent, ils agissent mal parce que simplement, ils sont fatigués, ils sont usés, quoi. Donc, et notre message passe d'autant plus facilement qu'en général, quand on est indépendant, qu'on s'installe, ou qu'on est associé dans un cabinet de petite structure ou de taille même intermédiaire, on sait ce que c'est. Et je dirais que comme on sait les questions qui se posent au quotidien, le discours peut être plus fluide et on peut plus facilement trouver justement cette pédagogie qui est si importante pour justement les sensibiliser, rappeler leur rôle de direction et aussi les risques auxquels ils peuvent être amenés à faire face en termes de leur responsabilité. Donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment important qu'il y ait une cohérence tout au long de notre mission entre l'opinion, le déclenchement de l'alerte, les motivations de ce déclenchement et le rapport sur les comptes annuels et ensuite la documentation qui est transmise ainsi que les déclarations qui sont faites à la direction. Et là-dessus, il ne faut pas hésiter à utiliser la documentation technique qui est mise à notre disposition, notamment sur Sidonie et le site de la CNCC, retourner dans la NI1, retourner sur la NI3 sur tout ce qui est lié à l'alerte, et puis aussi la NI14 sur tout ce qui est entreprise en difficulté, où là, même si ça n'a pas été actualisé, ça fait quand même un état des lieux des différentes procédures amiables et collectives qui existent et comment est-ce qu'on peut se comporter quand on est face à ces situations en tant que CAC. Et c'est vrai que c'est très important de faire le lien avec l'opinion. Alors parfois, en effet, les premiers faits apparaissent après qu'on ait sorti notre rapport. Mais parfois c'est en cours et du coup ça peut avoir des incidences quand ces éléments post-clôture sur l'opinion, sur le contenu de l'annexe aussi. C'est évident que quand une société ne va pas bien et qu'on est déjà en procédure d'alerte, c'est compliqué de ne pas bien alimenter le paragraphe sur la continuité d'exploitation et sur l'incertitude sur cette continuité. Ça ne veut pas dire que vous allez demander à ce que les comptes soient mis en valeur liquidative, mais il faut que le lecteur des comptes puisse se rendre compte qu'on est dans une société où il y a un certain nombre de sujets, et peut-être que vous aurez le cas, et moi ça sera le cas cette année, on a un certain nombre de structures où on va se poser la question, même si évidemment le client ne comprend pas pourquoi, mais qu'en effet, il faudra peut-être passer aux valeurs liquidatives parce qu'ils sont dans des situations et déjà engagés dans des procédures qu'on verra tout à l'heure. Évidemment qu'il faut des conséquences sur les comptes et sur notre opinion. C'est ça, d'où l'importance de l'information donnée en annexe et la qualité de l'information qu'on est amené à certifier. Donc, vraiment pas négliger cet aspect-là de notre mission. Donc, là-dessus, ça implique aussi que on suive les décisions qui sont prises et qu'on analyse le plan d'action qui est mis en œuvre par le dirigeant. Donc, là, on doit mobiliser notre esprit critique dans le cadre de nos travaux
on doit vérifier si le déploiement des actions, ce qui avait été annoncé, se concrétise. Est-ce que ce n'est pas juste du violon qui nous a été servi pour nous calmer un peu dans nos diligences? Donc vraiment, il faut être attentif à tous ces sujets-là. Et puis aussi, ça implique surtout de mettre en œuvre un suivi régulier auprès du client, pas juste de temps en temps lui faire un mail en lui disant où est-ce que tu en es, etc. C'est des échanges, quand ça m'est arrivé, je ne sais pas toi comment tu l'as géré, mais j'avais les dirigeants toutes les semaines, tous les 10 jours, pour savoir comment ça avançait, quoi. Ah oui, non, c'est sûr que c'est une période où, là, pour le coup, les contacts sont souvent beaucoup plus réguliers, et où, quand ça se passe bien et qu'on avait pu en parler avant, et que du coup, on a un vrai rôle quand même moteur et d'échange, et parfois, même si que ce soit l'expert comptable ou le commissaire aux comptes, sans aller forcément sur des avocats spécialisés en restructuring, on peut démystifier certains sujets, sur comment ça va se passer si c'est un mandat ad hoc, une conciliation, on en parlera après, hein, une sauvegarde, et puis quelles sont les incidences pour moi, parce que les gens... les clients ne savent pas forcément. Et donc, c'est un moment où on est un partenaire vraiment présent si on est dans le bon timing. Si on n'est pas, si on arrive en retard, évidemment, ça fait un peu l'effet inverse. C'est ça. Et ça permet aussi, dans le cadre de cet échange, de dédramatiser, c'est ce que tu disais, le fait d'être convoqué éventuellement devant le juge, devant le tribunal, pour avoir à expliquer la situation, parce que ça fait peur. Et les tribunaux, en général, peuvent faire peur. Donc, c'est aussi notre rôle de leur dire rassurez-vous, on est là pour vous accompagner aussi. Oui, ça arrive qu'on puisse accompagner le client, en effet, devant des juges de tribunal de commerce, même en prévention, pas pour dévoiler et ne pas respecter le secret professionnel, mais pour être là pour assister aux besoins le client. Alors, quand il y a un expert comptable, c'est généralement lui qui le fait, mais s'il n'y en a pas, c'est une possibilité que non. Alors, je suis désolé si certains connaissent ces deux outils qui ont été développés lors de la dernière mandature. Ça fait à peu près maintenant 3 ans qu'on a. Alors, en fait, il y a un outil que vous avez sur la gauche, c'est une fiche technique sur la cessation des paiements, ses implications et sur un certain nombre de notions. Alors, je vais vous la partager rapidement. Et sur la partie droite, ça, c'est la compagnie nationale qui a mis à jour la MI3 sur la continuité d'exploitation d'avril 22. Donc, c'est des documents très intéressants. Je regarde le timing, on ne va pas y passer forcément beaucoup de temps, mais je tenais à vous les montrer. Voilà, partager. J'espère que je ne fais pas de bêtises. Donc ça, la note sur la cessation des paiements que vous devez voir normalement. Elle reprend en quelques rectos, il y en a 6. La définition de ce qu'on appelle la cessation des paiements, donc l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Alors, je ne rentre pas dans le détail sur ce recto-là. Les éléments qui vont rentrer, mais on le reverra après sous forme de tableau, dans les passifs exigibles. Donc tout ce qui doit être en effet à retenir, et aussi les éléments qui sont à exclure. Sachant que souvent il y a des éléments comme notamment des dettes fournisseurs, mais pour lesquels on a des moratoires, même par mail, mais à partir du moment où c'est écrit qu'on peut exclure des passifs exigibles. Donc, c'est des bonnes pratiques à prendre que vous pouvez, encore une fois, sans s'immiscer dans la gestion, communiquer à vos clients en commissariat aux comptes. Après, vous avez une partie sur qu'est-ce qui doit être pris dans l'actif disponible et qu'est-ce qu'on entend par réserve de crédit. Et notamment tout ce qui est apport en compte courant et les fameux moratoires dont je vous parlais. Ensuite, vous trouverez dans cette note qui est disponible sur le site de la CRCC de Paris quelques précisions, mais on y reviendra sur comment joue la date de cessation des paiements et la situation de cessation des paiements sur la typologie des procédures qu'on peut envisager, que ce soit amiable ou collective. Et puis, à la fin, dans la partie 4, des sujets liés au groupe de sociétés sur qu'en est-il des engagements et de soutien entre société mère et société fille, qu'en est-il des avances en compte courant et des reports en arrière de la date de cessation des paiements, le sujet de la confusion des patrimoines. Et en dernier sujet, c'est sur la rupture abusive de crédit, et pour se rappeler en effet qu'un découvert bancaire, pour le supprimer, le banquier doit évidemment respecter un délai de prévenance. C'est souvent un sujet qui nous est posé parfois quand on a des sujets de rupture abusive de découvert. Voilà. Donc en quelques slides, vous avez, ça vous permet
avant même d'ouvrir votre Navis, d'avoir une info synthétique sur les différents éléments. Deuxième document, donc c'était sur la partie droite, c'était donc cette note d'information en deuxième édition sur la continuité d'exploitation. Bon, c'est une mine d'or parce que c'est un document très lourd, 239 pages, mais vous retrouvez l'ensemble des procédures qui sont vraiment décrites dans le détail. Donc, les procédures amiables, on va les revoir après, mais mandat ad hoc, procédures de conciliation. Les procédures collectives avec la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, avec vraiment des définitions très très précises. Ensuite, je ne vous montre pas tout, mais j'ai en tête les schémas qu'on cherche souvent sur la procédure d'alerte. On se dit, et là c'est à la page 180, voilà, j'aimerais me rappeler rapidement pour dire à mon client, même avant de la lancer, comment se décompose la phase de procédure d'alerte. Et là, donc, on a une partie en page 180 pour la SA, où on est en 4 phases, et avec le petit schéma qui va bien, qui est un petit peu plus loin. Donc voilà, on voit phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Donc vous les avez là qui se suivent. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, on peut le retrouver donc, rapidement, la phase 3. Je passe rapidement parce qu'on est quand même tenu par le temps, avec, voilà, on va dire, en visuel rapidement, qui on doit informer, etc., jusqu'à la phase 4. Et puis, ça, c'était dans les SA. Et vous retrouvez, je pense que c'est la plupart du temps le cas dans lequel vous devez vous trouver, si vous êtes comme moi, en termes de positionnement, petit ou moyen cabinet, dans ce qu'on appelle les séparations simplifiées, qui ne sont pas dotées d'un organe collégial. Alors, donc, quand on a un président, en fait, là, on se retrouve dans un cas avec 3 phases, et vous les retrouvez aussi ici. Donc c'est intéressant avec les mêmes schémas que pour la société anonyme ou la SAS avec un organe d'administration. Voilà, la phase 1, la phase 2, et puis la phase, résumé de la phase 2 et résumé de la phase 3, donc ça permet de revoir les choses. Puis vous avez évidemment toutes les précisions sur dans quelle entité c'est applicable ou pas applicable. Dernier élément que je voulais vous montrer et qui est très intéressant dans cette ENI, et j'y reviens souvent, c'est un tableau synthétique qui est à la fin. Alors, je sais que je suis désolé pour ceux qui me voient à chaque fois présenter ça depuis 4 ans, mais pour ceux qui seraient pour la première fois au webinaire sur les entreprises en difficulté, c'est un tableau très intéressant qui, par type de procédure, présente un peu les impacts pour la société et puis aussi pour le commissaire aux comptes. Donc là, vous trouverez en effet les caractéristiques générales, les textes de loi, etc. Et puis, si vous avancez, vous avez les conditions d'ouverture. Donc ça, c'est intéressant de s'en rappeler. Le demandeur, la confidentialité, la durée de la procédure, et surtout, vous avez une partie sur le commissaire aux comptes, les impacts. Et souvent, on se demande, quand on n'en a pas tout le temps, alors il y a des impacts sur le dirigeant aussi, sur les contrats de travail, et voilà, sur le commissaire aux comptes. Voilà. Comment, qu'est-ce qu'on nous communique dans le cadre de ces procédures, pardon. Quelle est l'incidence sur notre démarche? Donc, on dit toujours, est-ce qu'on doit toujours continuer notre mission, pas notre mission, surtout que ça avait quand même changé en matière de réglementation. Donc, toutes les réponses sont là. Et puis aussi, souvent, les incidences sur la procédure d'alerte. Est-ce qu'on soit arrêté pendant une sauvegarde, pas arrêté? Est-ce que c'est pendant le plan? Est-ce qu'on doit être capable de la relancer? Tout est là. Voilà, donc du coup, vous pouvez regarder. Si je prends l'exemple de la sauvegarde, voilà, déclenchement de la procédure d'alerte impossible depuis l'ouverture, et vous voyez de la procédure jusqu'au jugement qui va arrêter un plan de sauvegarde. Voilà. Et puis, par contre, il y a un déclenchement qui est possible, évidemment, si pendant le plan, on a de nouveau des sujets. Voilà. Et puis, il y a aussi ce sujet-là qui revient souvent parce qu'on est interrogé par les différents tiers qui souvent veulent des infos. Et ça vous, justement, précise auprès de qui vous êtes délié du secret professionnel. Donc, moi, voilà, j'aime bien ce tableau. Et on va revenir à la présentation. Voilà. Alors, je suis désolé parce que là, sur l'outil, vous n'allez pas pouvoir faire de zoom, mais c'est un tableau que vous trouverez sur le site de la CRCC. Il ne fait que résumer ce qui est dans la note cessation des paiements. Et je pense que les pièces, de toute façon, dans le support, vous pourrez le trouver après. Donc, voilà, tout ce qui fait partie de l'actif disponible, tout ce qui fait voilà, toutes les réserves de crédit et les passifs exigibles. Et puis ensuite, du coup, on compare les deux et on voit si on est en état de cessation des paiements. Ce n'est pas un tableau à laisser traîner entre toutes les mains et surtout pas à laisser dans le dossier sans qu'il y ait une conclusion et des chiffres qui soient évidemment
fiabilisé, hein, mais en tout cas, c'est un outil si vous voulez faire rapidement un petit calcul dans votre coin, et puis si en effet, voilà, vous devez signaler quelque chose. Il y a aussi un questionnaire, alors je ne vais pas l'ouvrir, mais il est également dans la partie outils sur entreprise en difficulté du site de la CRCC, qui peut rejoindre le questionnaire, les questions de diagnostic du début pour poser un certain nombre de questions, revenir sur tous les sujets, évidemment, PGE, recouvrement client, tous les sujets qui vont toucher, voilà, qui vont avoir des impacts sur la trésorerie de l'entreprise, parce qu'on y revient quand même souvent, et puis aussi peut-être le climat, l'activité, etc. Donc c'est un questionnaire qui peut être utile à adapter, qui est très orienté crise sanitaire, mais que vous pourrez aisément adapter. Donc voilà pour les outils, et je vais laisser la parole à Marine sur la procédure. Alors sur les procédures, vous allez voir, sur cette partie-là, on va faire un peu un panorama des procédures amiables et des procédures collectives. C'est vraiment une synthèse. On ne va peut-être pas passer le plus long moment du webinaire sur ces sujets-là, parce que toute la documentation, comme le disait Frédéric, vous la retrouvez notamment sur la NI 3, dans la NI 3. Donc ici, c'est vraiment un schéma synthétique qu'on a voulu faire où on reprend les différents types de procédures, donc mandat ad hoc, conciliation sur les procédures amiables, et ensuite sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire sur la partie plus procédure collective, où là, en fonction du moment où on se situe, est-ce qu'on est avant la cessation des paiements, après, mais avant le délai de 45 jours, ou postérieurement au délai de 45 jours, ça vous permet déjà visuellement, en un instant, de savoir dans quel contexte la société peut se trouver, et au moment où vous allez être informé de la situation, savoir comment vous réagir au regard de la documentation technique. Voilà, donc en fait, on va commencer dans les procédures amiables. Il y a le mandat ad hoc. Donc, dans quel cas sert le mandat ad hoc? C'est souvent en effet pour des sujets avec les créanciers. Alors, c'est souvent des sujets en effet avec les créanciers. Ça peut être des sujets entre associés aussi. Et le principe, c'est qu'on va faire une requête en fait auprès du président du tribunal de commerce pour qu'un mandataire ad hoc, et donc une personne tierce, puisse venir au sein de la société, discuter avec les dirigeants et les parties prenantes pour résoudre en fait des difficultés. On est avant la cessation des paiements, et donc on a mis ici trouver un accord avec les créanciers, mais ça peut être aussi trouver un accord avec ses associés ou avec un autre tiers. On est dans le cadre d'une procédure qui est confidentielle, avec un dirigeant qui demeure en fonction et qui peut évidemment déclarer la cessation des paiements si la situation s'envenimait et que du coup ça aurait des incidences sur la trésorerie. Voilà, il peut évidemment être sanctionné s'il ne l'a pas fait. Et puis on vous remet les différentes instances compétentes. Hein. Donc là, on vous a parlé en début de webinaire justement du TAE, tribunal d'activité économique. Donc là où on trouvait en effet les activités commerciales, les activités artisanales au commerce et au judiciaire pour les autres, mais maintenant en effet, à part les quelques exceptions, on est auprès des tribunaux du TAE. Deuxième slide sur le mandat ad hoc. Donc qu'est-ce qui se passe à l'issue? Donc soit on a un succès et on a un accord amiable, et puis c'est la fin du mandat ad hoc, donc on signe un accord amiable et puis on arrive à trouver un échéancier, une réduction de créances ou alors un accord avec les associés. Soit c'est un échec, et à ce moment-là, on a la fin du mandat ad hoc et on arrive sur une des procédures dont on va parler un petit peu après, et notamment la conciliation qui est quand même de plus en plus utilisée, des mots du président du tribunal de commerce de Paris notamment. Donc sur la conciliation, comme l'a annoncé Fred, on est vraiment sur une procédure amiable, où là, il va y avoir une requête qui est déposée auprès du président du tribunal de commerce par le débiteur. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire face à une difficulté, soit juridique, économique ou financière, qui soit réelle, avérée ou prévisible, et c'est d'essayer d'apporter une réponse pour résoudre cette difficulté, avec derrière la volonté de trouver un accord avec les différents et les principaux partenaires de la société. Donc là, le dirigeant de la société va être convoqué par le président du tribunal de commerce et un conciliateur va être désigné. Là, la particularité, c'est que généralement,
sa mission est pour une durée de 4 mois, mais il peut y avoir une prorogation possible uniquement à la demande du conciliateur, mais sa mission ne pourra pas être étendue plus d'1 mois, donc ça veut dire qu'elle ne pourra pas dépasser 5 mois maximum. À partir de là, le dirigeant va rester en fonction, bien sûr, et il aura quand même la capacité, en cas de besoin, de pouvoir déclarer la cessation de paiement. Donc, comme on le disait tout à l'heure, les tribunaux qui vont être concernés, ça va être le tribunal de commerce pour tout ce qui est commercial et artisanal, et pour toutes les autres entités, ça va être le judiciaire. Et le TAE, du coup, depuis le 1er janvier 2025. On ne va pas revenir dessus. Donc, pareil, ici, l'objectif, c'est d'aller rechercher l'accord des parties. Et si accord des parties il y a 2 possibilités. Donc, c'est constater l'accord par le tribunal. Dans ces cas-là, il y a un dépôt au greffe, il n'y a pas de publication, donc ça reste vraiment plutôt secret du fait de la non-publication. Soit, dans ces cas-là, vous voulez une homologation parce que vous voulez, je dirais, asseoir davantage cet accord. Et dans ces cas-là, il y a une publication du jugement d'homologation. Par contre, le fait d'être en conciliation, on insiste bien sur ce sujet-là, c'est que la société n'est pas en état de cessation des paiements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pérennité, logiquement, de la société est assurée. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'atteinte aux intérêts des créanciers tiers qui puissent pâtir de cette situation potentiellement. C'est vrai que cet outil de conciliation, on l'a beaucoup, enfin on le retrouve beaucoup sur tout ce qui est négociation justement des PGE avec les services spéciaux des banques qui sont d'un côté, le conciliateur, le client, hein, l'emprunteur, la société. Donc ça a évidemment une certaine force parce que vous avez vu, il y a un accord qui peut être aussi publié. Donc voilà, une information peut être donnée à des créanciers, mais à des partenaires des créanciers, à des commissaires aux comptes évidemment, quand on regarde les sujets sur de l'argent qu'on a pu prêter, que ce soit une banque ou que ce soit via de l'obligataire, etc. Donc beaucoup utilisé dans le cadre des PGE et donc un vrai engagement et un accord. Voilà, qui peut être publié. Donc, c'est un outil intéressant et c'est l'outil privilégié par les banques par rapport, en effet, à un mandataire ad hoc et puis un accord amiable. Ça n'a souvent pas assez de force pour vente. C'est vrai que, ils sont de plus en plus sur la partie négociation de PGE, des retours qu'on avait eus, parce qu'on avait invité au tribunal de commerce ces 2 dernières années, et notamment même une année il y a 2 ans, des représentants des services spéciaux qui, en effet, disaient qu'ils étaient de plus en plus durs parce que c'est vrai que les premiers qui sont arrivés sont passés par une conciliation et ont réussi à étaler des PGE. Voilà, ils sont un petit peu moins souples, mais c'était l'outil en tout cas. C'est ça. Et ce qui est important de rappeler, c'est que l'accord reste confidentiel. Personne n'a accès à cet accord. Donc, ça rassure aussi le chef d'entreprise quand il souhaite s'intégrer et s'insérer dans une telle procédure. Et puis, une façon aussi d'amener à la table des négociations les principaux créanciers, c'est de leur dire qu'il y a le fameux privilège de new money, on va en reparler un peu plus loin, qui leur permet de garantir quand même que les apports qui vont être consentis dans le cadre de cette procédure vont avoir un privilège. C'est vrai que s'il n'y a pas de, quand je disais force de l'accord, certes, il n'y a peut-être pas c'est pas le grand public qui va être au courant, mais ça n'empêche que c'est déposé au greffe et il y a des tiers quand même qui y ont accès. Et ça permet d'interrompre un certain nombre d'actions. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est que c'est aussi quand même une voie qui a vocation à permettre que la procédure aboutisse et réussisse, ce qui a pour aussi, ce qui est fait comme constat au niveau de l'accord par le président, c'est que ça permet de maintenir donc, la confidentialité totale, c'est ce qu'on disait, et ça donne une force exécutoire. Le tribunal, quand il homologue l'accord, ça se fait en présence du ministère public, donc les pouvoirs publics en ont conscience. Il y a il y a plusieurs conditions qui existent pour que la conciliation puisse aboutir. C'est que vraiment, soit ça met fin, ou il n'y a pas du tout de cessation de paiement. La pérennité de l'entreprise doit être garantie, c'est ce qu'on disait. Et puis, les créanciers qui ne sont pas signataires, leurs intérêts, et ça c'est important, on l'a dit dans le slide d'avant, c'est que leurs intérêts soient préservés. Même s'il y a le privilège de new money. Concernant la procédure d'alerte, en fait, de l'ouverture en fait, de la procédure jusqu'à l'accord de conciliation, on n'a
plus en fait à déclencher la procédure d'alerte, mais dès qu'il y a un accord de conciliation, pendant l'exécution de cet accord, par contre, évidemment, c'est pas évident, hein, mais en tout cas, on a au besoin à relancer la procédure d'alerte, et c'est vous trouverez ça dans le tableau qu'on vous a montré tout à l'heure. Donc là-dessus, la petite particularité, enfin en tout cas, pas la particularité, mais la nuance qu'on peut apporter, c'est que la confidentialité peut être altérée. Pourquoi? Parce que cet accord va être transmis aux instances représentatives du personnel et aux commissaires aux comptes. Parce que typiquement, les instances représentatives du personnel peuvent être présentes à l'audience. Et il y a quand même une publication qui est faite. Donc, l'accord est quand même un minimum publié, même si le contenu en lui-même n'est pas diffusé. Mais ça permet aussi d'avoir une efficacité renforcée, c'est ce qu'on indique, et notamment le fait qu'on lève un certain nombre, on interrompt, ou on interdit certaines poursuites de la part des créanciers. Puis il y a le fameux privilège de non-monnaie qui permet de pouvoir aux créanciers qui acceptent de participer à cette conciliation, dans le cadre des apports qui vont être consentis, de bénéficier d'un avantage qui n'est pas négligeable, parce qu'ils vont avoir une préférence au niveau du règlement, et ce privilège de règlement de préférence sera fait en fonction du rang qui aura été convenu dans le cadre des classes de partie. Donc là, c'est ce qu'on disait. L'accord de conciliation met en place un mandat qui vérifie la bonne exécution de l'accord. Ça implique qu'on peut être amené à renégocier des covenants et à revoir des clauses aussi qui peuvent être amenées spécifiquement. La conciliation est après, donc il y a la possibilité de faire une sauvegarde accélérée ou éventuellement d'autres types de procédures à l'issue de cette procédure de conciliation. Et puis, le président peut mettre fin à la procédure et dans ce cas-là, le ministère public est informé. Et il ne peut pas y avoir d'autosaisine du tribunal. Et dans ce cas-là, le conciliateur peut faire un apport en sollicitant la convocation du débiteur. Donc là, il y a des documents comptables qui vont être demandés, c'est important de les avoir en tête. C'est que déjà, il faut s'assurer de l'absence de situation de cessation des paiements ou qu'elle n'excède pas 45 jours. Donc là, le petit tableau que vous présentez, Fred, tout à l'heure, hyper important parce que ça permet d'avoir une vision assez synthétique à différentes dates de la situation de la société. Ça permet aussi, ce qui est important, c'est d'avoir l'exhaustivité des dettes et des engagements du débiteur. Et puis, il faut aussi que le tribunal et l'ensemble des acteurs puissent disposer de projections fiables à court terme et à moyen terme pour étayer les différents documents qui vont devoir être produits dans le cadre des procédures. Exactement, et ça rejoint, on le verra sur l'attestation sur les données prévisionnelles, les travaux qu'on peut réaliser en tant que commissaire aux comptes. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à pas fuir ce genre de situation parce qu'on l'a vu, un minima lancer la procédure d'alerte quand ça s'impose et être présent auprès de notre client. Mais on se dit, bon, si on nous demande une attestation, peut-être qu'on oriente plutôt sur quelqu'un d'autre. En fait, dans le cadre d'une conciliation, normalement, on est quand même encore dans une situation où la structure a des fonds. Il faut s'organiser, évidemment, pour faire une lettre de mission et pouvoir être payé. On verra que pour la sauvegarde aussi, il y a des mesures de sauvegarde et de protection qui font que l'entité devrait pouvoir payer un commissaire aux comptes qui est sûrement dans une mission d'attestation sur des données prévisionnelles qui pourront servir, évidemment, aux juges. Et en tout cas, en pratique, c'est souvent des éléments qui sont montés par les juges quand on échange avec eux au tribunal de commerce. Donc la sauvegarde, on est sur un outil un petit peu plus fort, mais on est avant la cessation des paiements. Là, on est sur une réorganisation d'entreprise pour lui permettre le maintien de son activité économique et donc du coup d'apurer ses dettes. On va voir les effets de la sauvegarde. Donc c'est des entreprises concernées qui exercent une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, que ce soit des personnes physiques ou morales. Ça peut être des micro-entrepreneurs ou des associations. Demande toujours du débiteur qui va rencontrer des difficultés, ouverture par un jugement qui nomme les organes de la procédure, et elle va débuter par une période d'observation qui va aller de 6 à 12 mois. Donc on est dans une période quand même plus longue évidemment que la conciliation.
Et la procédure de sauvegarde, on le voit, voilà, c'est des moyens plus forts. Ça va entraîner une suppression de toute créance antérieure et postérieure au jugement, sauf certaines exceptions, l'interruption des intérêts légaux et conventionnels, de même que les intérêts de retard et les majorations, la suppression des actions en justice des créanciers à l'encontre de l'entreprise en difficulté, parce qu'évidemment, c'est loin d'être neutre, évidemment, financièrement, mais aussi en prise de temps et en pression pour le dirigeant. Hein, parce que quand vous avez à répondre et échanger avec vos avocats pour vous défendre, si vous avez l'argent de procédure, évidemment que ça prend du temps. C'est pas facile dans ces situations. Et puis la suspension éventuelle de l'interdiction d'émettre des chèques. Bon, c'est vrai que c'est pas forcément les moyens les plus usités maintenant, mais en tout cas, ça permettait quand même, dans ces situations-là, souvent, voilà, de gagner un petit peu en délai de règlement. C'est de moins en moins vu. Voilà, donc ça, c'est pour la sauvegarde. Donc l'idée, c'était pas voilà, de faire de vous des spécialistes, mais de bien vous rappeler qu'il y a il y a ces trois procédures qu'on a vues, que sont le mandat ad hoc, la conciliation, la sauvegarde, qui arrive avant, et ce n'était pas l'objet ici, le redressement judiciaire. Et on espère qu'ils permettent d'éviter plutôt d'aller en redressement judiciaire ou même en liquidation. Mais voilà, c'est bien de connaître, c'est bien d'échanger avec quelques sachants, hein, des confrères ou même des avocats pour pouvoir en parler à nos clients. Alors, le devoir d'alerte, on en a quand même parlé pas mal et je regarde le timing, il nous reste une dizaine de minutes. Donc, on va passer quand même relativement vite dessus parce que là, je vous ai dit que tout est dans la NI, hein, sur les étapes et selon la forme. Le fait que le CAC n'a pas l'obligation de rechercher de façon active et systématique les faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation. Évidemment, si vous avez un tout petit dossier et que vous avez les clients 3 fois dans l'année, il peut très bien avoir eu un incendie d'un de ces entrepôts majeurs voilà, entre deux de vos interventions et il n'a pas pensé forcément à vous informer vous en premier. Alors qu'en fait, il va se retrouver dans une situation complexe et que c'est un fait de nature à compromettre sa continuité d'exploitation. Donc, on rappelle quand même cet élément-là, mais ça n'empêche que par les temps qui courent, et puis il faut rester vigilant, et c'est ce que rappelle la NEP 570. Voilà, donc la 570, voilà, le paragraphe 09, qui rappelle que tout au long de sa mission, le CAC reste vigilant sur tout événement ou circonstance susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation. Et puis, il va informer le dirigeant qui sont des faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation de l'entité qu'il a pu relever. Je ne sais plus si tu l'as dit, mais depuis 2020, il y a une possibilité de court-circuiter la procédure d'alerte. Pardon. Alors, elle en reparlera, mais peut-être plus vite encore. Et on va en parler après, je n'avais plus ça en tête. Bon, là, on rappelle en effet des choses qu'on a déjà vues. Voilà, en pratique, c'est ça, c'est que c'est selon la nature du fait et la fréquence des contrôles du CAC ou de ses collaborateurs dans l'entité, la fonction de prévention sera plus ou moins efficace. Mais ce qu'il faut faire, je pense, auprès des équipes, c'est de leur dire, voilà, on est dans des contextes un peu particuliers, il y a le financier, il y a une certaine morosité économique sur les métiers classiques, hein, je ne parle pas des startups manières, et donc du coup, il faut que tout le monde soit voilà, vigilant, et donc quand on voit qu'on a une société qui ne va pas forcément très très bien, que les premiers chiffres nous remontent, et ben, alerter l'associé pour qu'il puisse contacter le client, même si on a dit qu'on planifiait l'intervention dans 2 mois, et ça c'est important. Là, on vous rappelait un petit peu la recommandation à l'époque du H3C devenu H2A sur la reconnaissance de la phase 0 dans un de leurs avis. Donc voilà, et puis évidemment le rappel de la vigilance qu'avait demandé à l'époque la H2A et qu'elle avait suivi lors de ses contrôles qualité par la suite. Et justement, on arrive sur la fameuse procédure d'alerte et des mesures d'urgence qui avaient été mises en œuvre au moment du Covid en mai 2020, qui prévoyait que dans le cadre de la procédure d'alerte, le CAC pouvait mettre en place des mesures. Et du coup, cette mesure qui était ponctuelle est devenue permanente et inscrite dans la loi, et ça a été étendu au GIE. Donc, elle prévoyait que dans le cadre de la procédure d'alerte, si l'urgence le commandait, il était possible de mettre en place immédiatement des mesures que le dirigeant
si jamais le dirigeant ne mettait pas en place un plan d'action pour faire face aux difficultés. Et dans ces cas-là, le commissaire aux comptes était amené immédiatement à informer le tribunal, enfin le président du tribunal complétant. Une petite note qui nous invite à conclure, parce qu'on n'a plus que 5 minutes. J'espère qu'on pourra tenir un petit peu plus, histoire de passer l'ensemble des slides, même si on a conscience qu'on ne doit évidemment pas vous garder trop longtemps, et on a l'habitude, nous aussi, on en suit. Au niveau des autres missions du commissaire aux comptes, donc dans le cadre des entreprises en difficulté et en application des textes légaux ou réglementaires, donc vous verrez là c'est décliné en 2 pans. Au niveau de la sauvegarde, le commissaire aux comptes peut être amené à être auditionné par le juge du tribunal, donc à l'ouverture. Et donc dans ces cas-là, on peut être amené à être interrogé sur tout ce qui va être lié à la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Donc là, le juge qui sera commis pourra obtenir de notre part toute information qu'il jugera nécessaire pour réaliser sa mission. On pourra aussi être amené à effectuer une certification de l'inventaire. Donc là, c'est dès l'ouverture de la procédure de sauvegarde, il y aura un inventaire du patrimoine du débiteur qui sera fait. Et donc, c'est comme ça qu'on va intervenir. Toujours au niveau de ces sujets, on peut aussi être amené à approuver un projet de plan de sauvegarde en fonction des classes de parties affectées. Donc ça a été introduit par la réforme de septembre 2021, qui a introduit et la notion de partie affectée et la notion de classe de partie affectée, donc qui s'applique et au niveau des procédures de sauvegarde et au niveau des procédures de redressement. Là, il y a des seuils d'application, donc on vous les a mis pour mémoire. Et donc, à la demande du débiteur, le juge commissaire peut avoir recours aux classes de parties affectées en deçà de ces seuils. Donc ça, c'est ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est pas obligatoire, mais on peut y avoir recours. Et donc voilà, et ça s'applique aussi aux procédures de sauvegarde accélérée, et là, sans notion de seuil. Donc, le projet de plan de sauvegarde pour les classes de parties affectées est à approuver. Donc là, il va y avoir une composition des classes de parties qui va être définie et déterminée en fonction des créances et des droits attachés à chacun des créanciers. L'administrateur va devoir faire un certain nombre de diligences, donc c'est ce qu'on vous a rappelé, mais on ne va peut-être pas rentrer plus dans le détail que ça, compte tenu du timing. Donc là, c'est pareil, c'est tout ce qui va être lié aux diligences de l'administrateur. Donc, avec les montants des créances qui est pris en compte, qui doit être celui indiqué par le commissaire, par le débiteur et qui va être du coup attesté par nos soins. Et s'il n'y a pas de commissaire au compte, du coup, ça sera établi par l'expert comptable. Et ensuite, au niveau de l'intervention du CAC du créancier lors d'une déclaration de créance, à partir du moment où le jugement est publié, les créanciers, donc qui ont une créance antérieure à l'ouverture, vont devoir adresser une déclaration de créance au mandataire judiciaire. Et donc, cette déclaration va concerner le montant de la créance qui est due au jour du jugement. Donc, et elle intègre les sommes qui sont à échoir et celles dont les échéances, avec les dates d'échéance. Et dans ces cas-là, on peut demander, le juge peut demander à ce que cette déclaration soit visée par un commissaire aux comptes. Donc ça s'explique et au niveau de la sauvegarde et au niveau du redressement judiciaire. Alors, autre type de mission qu'on peut réaliser, j'en avais un petit peu parlé tout à l'heure, qui avait été reprise en 2021 par la CNCC, ce sont les missions d'attestation de données prévisionnelles et de diagnostic de solvabilité, donc qui nous reste assez peu de temps, je vais aller rapidement, mais voilà, on peut réaliser une mission d'attestation de données prévisionnelles, où on va évidemment, et vous le savez, sur la partie prévisionnelle, prendre connaissance évidemment du secteur et des données et de l'activité dans le secteur, et forcément, c'est mieux d'être un expert du secteur. Généralement, si on a des clients, on connaît. On sait très bien que le plus dur, c'est toujours de bien challenger la partie haute de ces données prévisionnelles, qui est le chiffre d'affaires. Évidemment, prendre connaissance et évaluer la qualité des informations qui ont été prises en compte, un peu la piste d'audit, voir un petit peu l'ensemble des financements, apprécier la vraisemblance et les hypothèses qui sont retenues. Enfin voilà, c'est un peu ce qu'on fait quand on challenge un business plan. Et dans les livrables, c'est une attestation sous forme négative.
Il y a 2 points de vigilance, c'est que le CAC ne doit pas se prononcer sur la réalité, évidemment, des prévisions. Il est en incapacité forcément de le faire. Et puis, les données prévisionnelles et le BP doivent être établis par l'entité, mais vous avez l'habitude, on atteste de choses qui sont établies par l'entité. Et puis, la doctrine précisait qu'on a une présomption d'absence d'incompatibilité. Deuxième mission, c'est le diagnostic de solvabilité qui peut être demandé. Alors, ça peut être demandé dans le cas d'une entreprise en difficulté, mais ça pourrait très bien être demandé par un tiers qui veut avoir une vision sur la santé financière d'une entreprise. Donc, c'est une mission, vous voyez sur la droite, où il y a une présomption d'absence d'incompatibilité. Là, on n'a mis que quelques bullet points pour voir un petit peu les diligences qu'on peut réaliser, mais c'est vraiment, ça tourne autour de la situation financière, des flux de trésorerie, de l'environnement financier, et on rend un rapport détaillé sur l'analyse de ces flux, sur l'analyse aussi de la liquidité et de l'exigibilité des passifs. Et là, je vous invite à retourner pareil sur le site de la CRCC avec un lien qui était présent, mais vous pouvez le retrouver au même endroit que les outils qu'on a présentés avant. Alors, c'était une journée de 2021 qu'on avait fait, mais il y avait deux confrères qui avaient présenté quelque chose de très complet sur ça. Et puis, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une mémorialiste qui m'a interrogé sur le sujet, qui voulait faire son mémoire dessus. C'est une mission intéressante et qu'il ne faut pas hésiter à faire quand c'est demandé, qu'on soit en bonne posture ou en mauvaise posture. Voilà, vous avez le lien sur ce slide-là pour aller directement sur la vidéo dont je parlais. Ensuite, à la fin du support, on vous a mis des pistes d'information pour le dirigeant et le commissaire aux comptes. Donc, vous pourrez retrouver, juste savoir qu'au niveau du centre d'information et de prévention des difficultés des entreprises, vous avez une charte qui a été signée avec la FAS. C'est l'axe d'entrée dans le réseau, dans le réseau Roseau, constitué sous l'égide de la CCIV pour accompagner les entreprises dans leur sortie de crise. Vous avez un certain nombre de professionnels qui sont à disposition. Et puis un certain nombre d'informations en effet sur la CCI et les personnes qui sont compétentes auprès de la CPI. Je ne vais pas m'attarder sur cet élément-là. Et on a aussi des détails là sur la partie Roseau. Mais je vous laisserai regarder ça si vous avez des besoins ou si vous avez besoin d'orienter vos dirigeants. Juste vous rappeler peut-être que ce soit donc on a à Paris ou à Versailles, parce que vous pouvez être expert comptable, vous êtes forcément expert comptable de certains dossiers avec des commissaires aux comptes sur Versailles, mais vous avez quand même dans les 2 compagnies, à Paris en tout cas, une adresse email, une cellule, un service juridique complet qui est présidé par Miassa et que j'avais la chance de présider, par Marine. Mais aussi par Miassa, qui n'est pas très loin là, excusez-moi. Et donc, il ne faut pas hésiter à les solliciter avec une veille, des questions qui sont possibles. Vous retrouvez les coordonnées ici. Et je crois qu'on arrive à la fin de ce webinaire. On va vous rappeler quelques dates au niveau des webinaires à venir. Le 28 janvier, 17h-18h, donc c'est 1 heure, vous aurez la procédure d'alerte pour le secteur non marchand, parce qu'on peut penser que c'est peut-être pas éligible ou quoi, mais dans les associations, évidemment, et c'est essentiel, et souvent c'est même demandé, donc on est très important. Et puis, vous aurez le webinaire le 11 février 2025 avec un focus sur l'actu, comme on fait, où vous retrouverez a priori tous les points on vous a concocté tous les points d'actualité, les bonnes pratiques réglementaires et autres sur la partie sur le juridique, la comptabilité, la fiscalité. Donc, je vous encourage à vous inscrire dès maintenant pour les 2 heures du 11 février. Nous suivre sur les réseaux, vous pouvez flasher ce code et vous pourrez nous suivre sur l'ensemble des réseaux. Voilà. Écoutez, on arrive au bout. Merci pour votre attention. Je ne crois pas qu'il y ait eu de questions dans le fil, donc si vous voulez, on a encore quelques minutes. Mais sinon, on va vous libérer et on vous remercie de votre attention. Des questions, je ne sais pas. A priori pas. Écoutez, on vous remercie aussi. Merci pour votre attention. Merci pour votre attention. Bonne soirée. Bon courage pour la. Encore. Bonne soirée.